Imaginez un monde où les humains et les dinosaures auraient coexisté. Cela peut sembler relever de la fiction, mais certaines découvertes archéologiques suggèrent que notre histoire pourrait être bien différente de ce que nous avons appris. Des pièces vikings retrouvées sur le sol américain, des cartes représentant des territoires inexplorés et des artefacts qui défient toute logique. Notre chronologie pourrait-elle être erronée? Ou existe-t-il quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Découvrons ensemble ces mystères, découvertes archéologiques qui ne devraient pas exister. Au cours des 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre, la présence humaine est récente. Nous sommes ici depuis seulement environ 200 à 300 000 ans. Pourtant, durant ce laps de temps, nous avons laissé notre empreinte de manière si intrigante et mystérieuse que certains vestiges défient encore la compréhension. Des structures architecturales inexplicables aux objets anachroniques. Préparez-vous à un voyage à travers les mystères archéologiques qui semblent ne pas s'intégrer à l'histoire telle que nous la connaissons. Mais ces découvertes remettent-elles réellement en cause notre compréhension du passé? Ou existe-t-il une explication que nous ignorons encore? Marcher parmi les dinosaures? Certains faits semblent indiscutables. La Terre est ronde, le temps géologique est immense et les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années. Mais est-ce vraiment le cas? Une mosaïque ancienne dans la ville italienne de Palestrina, connue sous le nom de paysage nilotique, soulève des questions. Cette œuvre représente le Nil avec un détail intrigant, un élément qui interpelle les spécialistes. En y regardant de plus près, on peut voir ce qui ressemble à un dinosaure. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? S'agirait-il d'une preuve tangible que les humains et les dinosaures ont coexisté? Ou d'une simple coïncidence? Pour certains, cet élément constitue une preuve que les humains ont vécu aux côtés des dinosaures et que la chronologie géologique pourrait ne pas être aussi exacte qu'on le pense. Certains groupes religieux y voient une confirmation que la Terre est bien plus jeune que ne l'affirme la science. Toutefois, les chercheurs soutiennent que l'animal représenté est en réalité une loutre, probablement une espèce de grande taille courante en Nubie, la région dépeinte dans la Seine. L'explication d'une loutre géante semble la plus plausible, puisqu'aucune autre preuve ne suggère que les dinosaures et les humains aient coexisté. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Le mystérieux village de Sarda dans le désert. Perdu dans l'immensité du désert algérien se trouve Sarda, un ancien village fortifié entouré de mystères. Ces vestiges, composés d'imposantes murailles défensives de 8 mètres d'épaisseur et de murs extérieurs de 2 mètres, intriguent les archéologues. Qu'est-ce qui aurait poussé quelqu'un à construire une structure aussi protégée et isolée dans un lieu dépourvu de ressources apparentes? L'absence d'indices sur la communication avec d'autres civilisations ou sur les raisons exactes de son emplacement reculé soulève encore plus de questions. Un symbole juif gravé sur l'un des murs amène certains à penser que des juifs algériens auraient vécu à Sarda, peut-être pour échapper à des persécutions ou vivre en isolement. Cependant, aucun document n'explique précisément qui étaient les habitants, ni de quoi ou de qui ils se protégeaient. De plus, des récits troublants accentuent le mystère. Dans les années 1980, un groupe d'Américains guidés jusqu'au site aurait demandé à y rester seul pendant 1 semaine et n'aurait plus jamais été revu. Que leur est-il arrivé? Ce lieu isolé et mystérieux suscite à la fois fascination et effroi. Oseriez-vous visiter un endroit aussi énigmatique ou préférez-vous que ces mystères restent enfouis dans le passé? Le globe, le plus ancien et intrigant. L'idée d'un monde sphérique n'a été largement acceptée qu'au XVe siècle, mais certains globes datant de cette période, voire d'avant, suggèrent que le concept d'une Terre ronde aurait été envisagé bien plus tôt. En 2012, un globe découvert lors d'une foire aux cartes à Londres a stupéfait les historiens. Fabriqué à partir de moitié de coquilles d'œufs d'autruche, il représente le monde sous une forme sphérique détaillée et remonte à 1502.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce globe en œuf pourrait être la toute première représentation du Nouveau Monde. Stéphane Misin, l'historien qui l'a découvert, affirme que cette pièce, compte tenu de sa précision et de sa technique, pourrait être l'œuvre de Léonard de Vinci lui-même. Et cela semble plausible. Le globe aurait été créé à Florence, où Léonard a passé une grande partie de sa vie, et il présente un style de gravure rappelant celui de l'artiste. Dans ses écrits, Léonard mentionne même avoir fabriqué un globe terrestre. Cependant, certains critiques estiment qu'il ne possédait peut-être pas encore assez de connaissances sur le Nouveau Monde, et que les techniques de gravure utilisées dépasseraient son savoir-faire. Comment un objet aussi complexe et précis a-t-il pu être réalisé à une époque censée ignorer de telles avancées? Pensez-vous que Léonard de Vinci soit vraiment à l'origine de cette pièce? Quoi qu'il en soit, cette découverte reste fascinante. Même en l'absence de preuves formelles attestant qu'il ait été fabriqué par de Vinci, ce globe demeure une relique précieuse et continue de remettre en question nos certitudes sur les premières représentations sphériques de la Terre. Le crâne de cristal de Mitchell Hedges, fait ou fiction? Avez-vous déjà entendu parler des crânes de cristal, ces objets supposément dotés de pouvoirs mystiques? Le plus célèbre d'entre eux est le crâne de Mitchell Hedges, un artefact en quartz transparent pesant environ 5 kg. Selon l'histoire, il aurait été découvert par Anna Mitchell Hedges, la fille adoptive de l'explorateur Frederick Mitchell Hedges, dans une ancienne cité maya appelée Lubantún, dans les années 1920. La pièce, sculptée avec une grande précision, suggère que les Mayas auraient pu posséder des compétences avancées en taille de pierre. On dit que ce crâne, surnommé le crâne du destin, possède des propriétés mystérieuses, telles que la capacité de guérir, de provoquer des visions et même de ressusciter. Certains pensent qu'il représente le pouvoir et la magie des Mayas, indiquant une société plus avancée que ce que l'histoire traditionnelle suggère. Cependant, des enquêtes plus récentes révèlent que l'histoire de sa découverte pourrait avoir été inventée. Il semblerait que Frederick Mitchell Hedges ait en réalité acheté le crâne lors d'une vente aux enchères pour une somme équivalente à environ 18 000 $ actuels, en 1943. Des analyses modernes, réalisées en 2008, ont montré que le crâne avait été sculpté à l'aide d'outils en diamant, une technologie inexistante à l'époque précolombienne. Tout porte donc à croire qu'il s'agirait d'une création plus récente, probablement fabriquée dans les années 1930. Ainsi, les allégations sur ses pouvoirs mystiques semblent être une invention ayant nourri le mythe du crâne du destin. La momie qui pleure. Dans une tombe souterraine péruvienne, des archéologues de l'Université nationale de San Marcos ont fait en 2021 une découverte troublante. Une momie en position fétale, les mains couvrant son visage, comme si elle était en proie à une terreur profonde. Cette image sinistre s'est rapidement propagée sur Internet, suscitant des spéculations sur ce qui aurait pu conduire à un tel enterrement. Cependant, selon les spécialistes, cette posture a une explication culturelle. Cette momie remonte à 800 ou 1000 ans avant l'ère Inca et révèle d'anciennes croyances en la réincarnation. La position fétale et l'attache du corps avec des cordes faisaient partie de rituels funéraires destinés à préparer le défunt à sa prochaine vie, facilitant sa renaissance. Contrairement aux apparences, la momie a probablement été disposée ainsi avec soin et respect, reflétant une vision spirituelle de la vie et de la mort. Une pièce viking en terres américaines. On considère généralement que Christophe Colomb fut le premier Européen à atteindre les Amériques en 1492. Cependant, une découverte dans l'État du Maine, aux États-Unis, suggère que les Vikings auraient pu explorer ces terres plusieurs siècles auparavant. En 1957, l'archéologue amateur Dr. Guy Mellgren a découvert une pièce de monnaie à Goddard Point. D'après les analyses,
Elle daterait du Xe siècle et porterait l'image du roi Olaf Ier de Norvège. Cette petite pièce, désormais connue sous le nom de Penny du Maine, pourrait être la preuve que les Vikings ont exploré la côte est de l'Amérique du Nord, au-delà de Terre-Neuve, où l'on sait déjà qu'ils avaient établi des colonies. Malgré l'enthousiasme autour de cette découverte, des controverses subsistent. Les sceptiques affirment que la pièce aurait pu être apportée jusqu'au Maine par des colons européens bien plus tard, et non par les Vikings eux-mêmes. Après tout, aucun autre artefact nordique n'a été trouvé dans la région. Toutefois, cette petite pièce remet en question l'étendue des explorations vikings dans le Nouveau Monde et soulève l'hypothèse qu'ils aient peut-être atteint des territoires bien plus éloignés que ce que l'on imaginait. Casques étranges et fascinants. Depuis l'Antiquité, les casques font partie intégrante des armures humaines, mais certains, au-delà de leur fonction protectrice, ont aussi une signification énigmatique. Un exemple intéressant est celui d'un casque japonais du XVIe siècle en forme de poulpe, porté par les samouraïs. Le choix de ce motif est lié au folklore japonais. Le poulpe symbolise la résilience, car il peut régénérer ses tentacules. Et les samouraïs croyaient que cette représentation leur offrirait une protection supplémentaire. De plus, étant en or, ce casque incarnait aussi le statut et le prestige. La figure du poulpe était amovible, rendant ainsi le casque à la fois pratique et mystique. Un autre exemple intrigant est le casque qui aurait été offert au roi Henri VIII par l'empereur du Saint-Empire romain germanique Maximilien Ier. Ce casque, orné de cornes, d'un nez exagérément proéminent et même de lunettes, donnait à son porteur une apparence plus proche d'un bouffon que d'un souverain. À l'époque, les cornes étaient associées à des figures ridicules ou trompées, ce qui rend le choix de ce présent encore plus étrange pour un allié politique. Était-ce une plaisanterie de mauvais goût ou une tentative d'humour? À ce jour, la signification exacte de ce cadeau demeure un mystère. Une connexion viking avec l'islam. Les Vikings sont généralement associés à la culture nordique et aux dieux comme Odin et Thor. Pourtant, des découvertes archéologiques récentes suggèrent que certains Vikings auraient pu avoir des contacts directs avec l'islam. En 2015, une bague a été retrouvée dans la tombe d'une femme viking à Birka, en Suède, portant une inscription en arabe signifiant « Par Allah ». Cette bague, faite de verre coloré, était un objet rare et précieux en Scandinavie à cette époque, ce qui laisse penser que sa propriétaire occupait une position élevée dans la société. Ce n'est pas une découverte isolée. D'autres preuves, comme des pièces de monnaie arabes, ont été trouvées dans des régions autrefois sous domination viking, indiquant l'existence de liens commerciaux et culturels avec le Moyen-Orient. Certains vont même jusqu'à suggérer que quelques Vikings auraient pu se convertir à l'islam. Ces découvertes révèlent une facette plus complexe du peuple viking. Bien au-delà des pillages et des batailles, ils entretenaient des relations interculturelles avec des peuples lointains. La mystique lance du destin. Parmi les reliques les plus célèbres de l'histoire, la lance de Longinus, ou lance sacrée, se distingue par son aura légendaire. Selon la tradition, il s'agirait de la lance qui perça le flanc de Jésus-Christ lors de sa crucifixion, et l'on croit que celui qui la possède aurait le pouvoir de conquérir le monde. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe aujourd'hui 4 objets prétendant être cette lance. Un fragment de la lance est conservé dans la basilique Saint-Pierre, au Vatican, bien que l'Église n'ait pas confirmé officiellement son authenticité. Un autre exemplaire se trouve dans le trésor impérial de Vienne, où il est préservé depuis des siècles et a longtemps été considéré comme la véritable lance du destin. Toutefois, des tests indiquent qu'elle date du 8e siècle, ce qui la rend postérieure à l'époque de Jésus. Il existe également une version de la lance à Etchmiadzin, en Arménie, qui, selon la tradition, aurait été apportée par un disciple du Christ nommé Thaddée. Le dernier fragment possible se trouve à Antioche, en Turquie,
où il aurait été découvert par un moine lors de la première croisade. Bien que chacune de ces reliques ait son histoire, il est difficile d'affirmer laquelle, si l'une d'elles est authentique. Malgré cela, le mythe de la lance du destin continue de fasciner historiens et grand public. L'Atlantide russe et l'énigme des amphores. En 2011, le président russe Vladimir Poutine aurait fait une découverte archéologique en plongeant dans les ruines de Phanagoria, un site surnommé l'Atlantide russe, en raison de son immersion partielle. Poutine est ressorti de l'eau avec 2 amphores, une scène qui semblait être une trouvaille archéologique remarquable. Cependant, peu après la diffusion de cette nouvelle, beaucoup ont remarqué que les amphores étaient bien trop propres pour avoir passé des siècles sous l'eau. Peu après, son porte-parole a admis que les pièces avaient été placées à dessein pour la photographie. Malgré cette mise en scène, la région de Phanagoria possède un véritable intérêt archéologique et historique. Des ruines submergées y ont été découvertes et continuent d'être étudiées, révélant des secrets sur les civilisations anciennes de la mer Noire. Même si les amphores de Poutine n'étaient pas authentiques, le site conserve de véritables trésors archéologiques. L'Arche d'Alliance et le mystère de l'Éthiopie. La Bible décrit l'Arche d'Alliance comme un coffre sacré, conçu pour abriter les tables des 10 commandements donnés à Moïse. Mais depuis sa disparition, nul ne sait où se trouve l'arche, si tant est qu'elle ait réellement existé. Cependant, l'Église orthodoxe éthiopienne affirme savoir exactement où elle est conservée. Selon le texte épique éthiopien Kebra Nagast, l'arche aurait été emportée en Éthiopie par Ménélik Ier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Aujourd'hui, l'arche serait gardée dans l'église Notre-Dame-Marie de Sion, mais seul son gardien désigné est autorisé à la voir. L'accès y est strictement interdit aux visiteurs, empêchant toute vérification de son existence. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'historien Edward Ullendorf a affirmé avoir eu accès au coffre de l'église et déclaré qu'il s'agissait d'une réplique médiévale, semblable à celle trouvée dans d'autres églises éthiopiennes. La question demeure, Ullendorf avait-il raison, ou la véritable arche attend-elle encore d'être découverte? Les lignes de Nazca, message aux dieux ou signes extraterrestres? Les lignes de Nazca situées dans le désert péruvien constituent l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. Vieilles d'environ 2000 ans, elles forment d'immenses figures d'animaux, de plantes et de motifs géométriques s'étendant sur environ 500 km². Bien que l'on sache qu'elles ont été créées en enlevant des pierres pour révéler un sol plus clair, leur véritable objectif reste inconnu. De nombreuses théories ont été avancées, allant de représentations de constellations à l'hypothèse de pistes d'atterrissage pour extraterrestres. Cependant, en l'absence de preuves solides d'une présence d'êtres venus d'ailleurs, l'explication la plus largement acceptée suggère que ces lignes ont été conçues pour être vues par les dieux, que les Nazca croyaient résider dans le ciel. Elles pourraient également avoir servi de sentier de pèlerinage religieux, guidant les fidèles vers des lieux sacrés. En l'absence d'écrits laissés par les Nazca, le véritable but de ces lignes demeure un fascinant mystère. Les figurines en céramique d'Acambaro, preuve ou supercherie. En 1944, Waldemar Jules Rude, un immigrant allemand au Mexique, fit une découverte intrigante dans la ville d'Acambaro. Alors qu'il chevauchait dans la région, il trouva une figurine en céramique inhabituelle représentant un humanoïde. Intrigué, Jules Rude engagea un fermier local pour poursuivre les fouilles. Ce qu'ils déterrèrent était stupéfiant. Plus de 33 000 figurines représentant non seulement des humains, mais aussi des animaux, des dinosaures et même des formes rappelant des ovnis. Jules Rude était convaincu que ces pièces étaient anciennes et prouvaient la coexistence des humains avec les dinosaures, voire d'éventuels contacts avec des extraterrestres. Les figurines suscitèrent l'enthousiasme des créationnistes qui les utilisèrent comme preuve supposée que la Terre était plus jeune que ce que la science suggère. Cependant, leur authenticité fut rapidement remise en question.
Les experts observèrent que les pièces ne présentaient aucun signe caractéristique d'ancienneté. Elles ne montraient pas d'accumulation de saleté dans leurs fissures, et bien que certaines soient brisées, toutes leurs parties étaient présentes. De plus, le puits où elles furent découvertes semblait avoir été récemment creusé, laissant penser qu'il s'agissait d'une mise en scène. Comme résultat, la majorité des archéologues croient que Jules Rude a été victime d'une escroquerie ou a participé à une mise en scène pour attirer l'attention et la renommée. Malgré cela, les figures sont exposées au musée de Jules Rude à Acambaro et pour certains, elles restent un sujet ouvert à débat. L'amulette de l'ours, histoire et tradition de Słupsk. En 1887, des archéologues ont découvert une amulette singulière dans un marais près de Słupsk, en Pologne. Ce petit objet en ambre, datant d'environ 3500 ans, a été sculpté en forme d'ours, avec des détails minutieux sur les oreilles, le museau et même les narines. Les spécialistes pensent que l'amulette appartenait à un chasseur d'ours, symbolisant la force et la protection, et qu'elle était portée suspendue à une corde, comme l'indique une marque d'usure autour de son orifice. Depuis, l'amulette a conquis les habitants de Słupsk, qui l'ont surnommée l'amulette du bonheur, et ont même organisé des ventes aux enchères annuelles de répliques dont les recettes sont destinées à des causes sociales. Récemment, elle a gagné encore plus de popularité. Un utilisateur de Twitter a créé des moules en silicone pour produire des répliques comestibles, transmettant ainsi l'histoire et le symbolisme de cet ancien artefact à un public moderne de manière insolite et gourmande. Le premier ordinateur, le mécanisme denticitaire. Bien que l'inventeur Charles Babbage soit considéré comme le créateur du premier ordinateur, une découverte en mer Égée a révélé que les concepts de calcul et de prévision sont bien plus anciens. Le mécanisme denticitaire, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, a été retrouvé dans une épave près de l'île d'Anticitère, en Grèce. Cet appareil, qui rappelle un système complexe d'engrenages, intrigue les chercheurs par ses fonctionnalités avancées, qui ne seront égalées qu'avec la fabrication des horloges des cathédrales médiévales. On pense que le mécanisme servait à calculer les positions astronomiques et à prédire les éclipses, grâce à des disques et des cadrans représentant le mouvement des planètes et les mois de l'ancien calendrier égyptien. La face avant de l'appareil affichait une représentation du cosmos, avec des inscriptions en grec détaillant les signes du zodiaque et des jours spécifiques. Actionné par une manivelle, le mécanisme permettait à son utilisateur d'ajuster les engrenages pour obtenir des prévisions précises. Même après des décennies d'études, le mécanisme denticitaire conserve encore de nombreux mystères, notamment sur son créateur et sur l'absence d'autres dispositifs similaires. Toutes ces pièces sont aujourd'hui conservées au Musée archéologique national d'Athènes, aux côtés d'une réplique complète de l'appareil. Bien qu'il soit peu probable que quelqu'un ait joué à Mario Kart sur l'un de ces mécanismes, il reste l'un des objets technologiques anciens les plus fascinants et complexes jamais découverts. À chaque découverte archéologique, de nouvelles questions émergent. Des pièces vikings, des ordinateurs antiques, des cartes impossibles. L'histoire pourrait être bien plus complexe que nous l'imaginons. Quel mystère vous a le plus surpris? Et si notre chronologie était erronée? Commentez ci-dessous.